Hello, bonjour tout le monde. On est donc sur la fin de journée du deuxième jour de Roll Event pour une table ronde qui va parler de l'intégration des cartes à jouer au sens large, des mécaniques liées aux cartes à jouer ou des cartes à jouer elles-mêmes dans les jeux de rôle. Nous avons trois auteurs de jeux de rôle qui utilisent cette idée, qui sont avec nous. Petit rappel avant. Donc, on est sur Roll Event, un événement caritatif qui dure donc 2 jours et demi, qui a comme but de récolter de l'argent pour quatre associations, une pour la France, une pour la Suisse, une pour la Belgique, une pour le Luxembourg. Des associations qui font du jeu en hôpital pour les enfants. Alors, pas du jeu de rôle, même si c'est souvent possible, il y en a sûrement, mais du jeu en général. Et donc, vous pouvez faire, en allant sur le site Roll Event qu'on va vous partager pendant le stream, vous pouvez faire, il y a un bouton de don pour leur donner. Alors déjà, pour vous rassurer, sur le site Roll Event, il y a un message d'alerte à cause d'un petit problème de certificat de sécurité, mais vous pouvez passer outre, il n'y a aucun risque. Sur le site internet, avec ce gros bouton, vous faites une promesse de don. Ça nous permet, nous, de compter l'argent qui est donné. Et une fois que vous avez votre promesse de don, vous êtes transporté sur le site de votre choix. Donc, par exemple, pour la France, c'est les Blues Roses, mais il y a trois autres associations pour chaque pays. Et c'est sur le site de l'association que vous faites le don directement à l'association. Donc l'argent est donc donné directement à l'association, ne passe pas par le compte d'aucun des quatre personnes qui sont actuellement à l'écran. Heureux. C'est dommage. Et donc on va commencer. Donc les cartes à jouer. Pourquoi il y a des cartes à jouer? Donc il y a quand même moi j'ai toute l'impression qu'il y a plusieurs jeux. Alors peut-être pour l'arène, si on veut en parler, mais c'est pas le seul jeu euh, où il y a des cartes à jouer, qui a un peu une sorte de tendance à utiliser des cartes à jouer. Donc la première question, volontairement un peu provoque, si on met des cartes à jouer, des cartes à tirer, des cartes de jeu dans un jeu de rôle ou dans un jeu, est-ce que c'est toujours un jeu de rôle ou est-ce que ce serait pas, je sais pas, autre chose, mais en tout cas plus un jeu de rôle? Qui c'est qui veut défendre cette idée? Si vous Fabien? voulez, je peux y aller. Ah, Fabien, on t'entend J'entends pas. Fabien. Pardon. Si quelqu'un veut commencer, allez-y, mais je défendrai aussi l'idée d'une certaine façon. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vais prendre la parole là-dessus. Oui. J'ai envie de dire que ça dépend. Un petit peu comme toutes les questions, c'est pas forcément du oui ou du non. C'est pas aussi manichéen que ça. Et je pense que ce qui va peut-être déterminer, c'est plutôt l'intention et la liberté du joueur. Moi, ce que je vois dans les jeux de société, c'est que tu es quand même assujetti à des règles strictes dans ton action, et ton action est limitée par, on va dire, un panel de choix qui s'offrent à toi et qui sont relativement stricts. Là où un jeu de rôle, tu vas avoir un panel d'actions qui est, c'est du jeu de rôle, tu fais un petit peu ce que tu veux. C'est juste qu'après, tu en subis les conséquences. Et pour le coup, derrière, tu peux avoir des mécaniques qui sont très, très basées sur les cartes et qui vont littéralement définir ton jeu, littéralement définir ta mécanique, tout en étant toujours du jeu de rôle parce que le joueur reste libre de ses actions et de faire un petit peu n'importe quoi s'il a envie. Là où un jeu de société, tu as un but, tu as un panel de choix d'action qui est limité. Je pense. Il y a aussi le fait que dans un jeu de société, tu joues pas un rôle en fait. Tu joues un jeu de société. Le jeu de rôle, peu importe qu'on utilise des dés ou des cartes, je pense que la principale composante, c'est on interprète un personnage avant tout, un ou plusieurs, et voilà, on joue un rôle. Alors c'est vrai, je rebondis sur ce que vient de dire Tolcraft. Clairement, il y a la composante de qu'est-ce qu'on fait avec le jeu. Voilà, c'est la question, c'est effectivement le jeu de rôle, on est là pour jouer un rôle, c'est marqué dans le titre. Et classiquement aussi pour interpréter une histoire. C'est-à-dire qu'une histoire qui est plus ou moins écrite et qu'on va vivre, qu'on va interpréter ou qu'on va un petit peu créer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu proposé dans les jeux de société plateau classiques qu'on connaît, mais qui parfois peut quand même ressurgir. Hein.
vais citer le très ancien jeu Il était une fois, où ça restait de la création d'histoire, justement à base de cartes. Mais il n'y avait pas de rôle, effectivement. Personne ne jouait vraiment un rôle. De la même façon, si on réfléchit, est-ce que quand on joue même à un jeu très hardcore comme Terraforming Mars, est-ce qu'on ne joue pas chacun le rôle d'un exploitant qui est là pour justement aller au bout du jeu et à réaliser, comme on en parlait aussi, peut-être un objectif. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je pense que la frontière est floue. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut mettre derrière les mots jeu de rôle et derrière les mots jeu de société. Et justement, au niveau des jeux en général, et des jeux de société, des jeux, est-ce qu'il n'y a pas une hybridation, si on veut utiliser un gros mot, et qu'il y a peut-être des jeux de rôle qui quittent le format classique de 4, 5, 6 heures de jeu, un gros bouquin de règles, de la préparation, et puis à côté de ça, des jeux de plateau qui sont vraiment des jeux de plateau, mais ou même des jeux vidéo, mais qui intègrent une composante, des choses prises au jeu de rôle, ou des choses chouettes du jeu de rôle qui récupèrent. Et on arrive à des jeux où, c'est vrai que moi je suis assez d'accord quand quelqu'un dit, à partir du moment où on joue un rôle, on est dans un jeu de rôle. Mais où il n'y a pas des jeux justement qui commencent à être à être un peu indéfinissables, à la fois un jeu de plateau et un jeu de rôle, à la fois un jeu vidéo et un jeu de rôle. Trollcraft, as-tu quelque chose à dire à ce sujet-là? Si, bien, ouais, complètement. Il y a des jeux qui sont complètement hybrides, soit de leur nature, de leur conception même, soit de l'interprétation et de la liberté que tu as lorsque tu joues. Comme le disait Fabien, tu peux très bien jouer à Terraforming Mars en interprétant le rôle de ton personnage et tout. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse parce que le jeu ne va pas forcément te pousser dans telle direction ou t'inciter à le faire. Au contraire d'un jeu de rôle qui va réellement chercher à te mettre dans la peau d'un personnage ou plusieurs personnages et de ressentir ce qui est leur vie, leurs émotions et tout. Donc toute la gamme d'interprétation est largement ouverte et voilà, c'est vraiment l'intention du jeu, je pense, qui va démarquer le fait que est-ce qu'on est plutôt dans un jeu de rôle ou plutôt dans un jeu de société, sachant que les frontières sont très floues parce que il y a des jeux, voilà, c'est très malléable. Quelqu'un d'autre? Pour rebondir là-dessus, voilà, il y a effectivement aussi, comme tu disais, des ajouts qui ont été faits aujourd'hui, depuis quelques années. On constate qu'il y a beaucoup de mélanges qui se font et notamment des vieilles recettes parfois qui sont reprises en jeu de plateau. Des jeux parfois qui reprennent les systèmes, par exemple des livres dont vous êtes le héros, avec des fléchages pour aller de chapitre en chapitre. Donc c'est vrai que il y a vraiment un rapprochement très fort de ce qu'a pu être le jeu de rôle à une époque qui était stricto sensu jeu de rôle, et maintenant on voit le jeu de plateau, les jeux de rôle qui se rapprochent vraiment, parce que justement ils imbriquent des éléments propres à chacun et les imbriquent les uns dans les autres. Madame Bleu, tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, sur l'aspect rôle, c'est vrai qu'on a vu quelques jeux de société où parfois tu as des cartes, où tu as une carte, une fiche de personnage, entre guillemets, où tu vas quand même jouer quelque chose, où là, tu commences à atteindre la frontière. Alors, dans la certaine, c'est vraiment clairement un jeu de société, et j'ai envie de te dire que l'aspect, le personnage est relativement optionnel, c'est plutôt de la déco qu'autre chose. Et puis, tu as d'autres jeux qui vont carrément amener des mécaniques spécifiques. Par exemple, des jeux d'enquête où tu vas avoir tel personnage qui a la possibilité de fouiller tel truc ou qui a telle connaissance, etc. Où là, la frontière s'amenuise un petit peu avec le jeu de rôle. Mais je rejoins Tolcraft et Fabien sur l'aspect intention du jeu. Voilà. L'intention est quand même quelque chose qui est complètement différente dans un jeu de société et dans un jeu de rôle, qui t'amène à... Moi, basiquement, j'ai envie de dire que un jeu de rôle, c'est avant tout vivre une histoire. Là où un jeu de société, c'est avant tout un jeu. Donc, bien sûr, le jeu de rôle est un jeu,
Mais tu vis pas une histoire quand tu joues à un jeu de société. Tout à fait, oui. À part quelques exceptions, mais Oui. tout à fait. Alors, moi j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être une mode de ces jeux avec des cartes, avec des cartes à jouer ou des cartes à tirer, du matériel sous forme de cartes. Alors, le jeu à quel on pense et qui s'est décliné, c'est pour l'arène, qui est dans une gamme qui s'appelle Force Story, si je ne me trompe pas. Et vraiment, ça fait un gros carton, ce jeu. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à Pour l'arène et à cette gamme, et aussi par rapport au fait comment on peut expliquer aussi ce succès de ce jeu, ou des jeux qui ressemblent ou qui ont fait des petits? Je peux en parler pour avoir suivi justement le développement de la gamme, aussi connaître assez bien les acteurs qui ont poussé un peu aussi ce jeu à venir en France, et qui ont développé surtout des jeux effectivement qui en sont dérivés. C'est qu'effectivement c'est on va dire un jeu narratif qui a apporté, je citais la dernière fois Il était une fois, qui a apporté justement ce qui manquait à Il était une fois, c'est-à-dire de pouvoir interpréter, créer des histoires à partir d'un personnage, à partir d'un rôle, et pas faire juste une histoire dans le vent qui va virevolter un petit peu au milieu de la table sans qu'il y ait une vraie construction avec des accroches fortes, parce qu'il y a des personnages qui sont au centre de ça. Pour l'arène, c'est un jeu où on pose des questions, et on pose des questions personnelles à chacune des personnes qui interprètent donc un personnage. Et c'est vrai que c'est ça, je pense, qui fait le succès du jeu, c'est que les gens s'identifient. Et aussi le système de poser une question, c'est quelque chose d'universel. Si je te pose une question, tu me donneras une réponse. Si je te demande juste d'inventer quelque chose sans te donner de cadre, là, ça devient plus dur. Et voilà, pour moi, mon analyse, et puis ce que je vois, et par rapport aussi à l'expérience que j'ai avec mon propre jeu, c'est qu'effectivement, ce système-là, ce système de questionnement, de cadre, lié à, on va dire, quelque chose d'assez simple en termes de mise en place, puisque c'est juste un voyage avec la reine qu'on aime, normalement. C'est ça le principe du jeu. Ça suffit à lancer les gens dans un imaginaire qui n'est pas du tout défini, et avec la liberté d'émergence. Parce que finalement, dans ce jeu, contrairement parfois à certains scénarios où c'est très, 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 très cadré, là, il n'y a pas vraiment de cadre autre qu'on voyage dans un univers un peu médiéval fantastique avec une reine. Et on doit répondre à des questions, et les questions nous orientent à construire et son personnage et l'univers. Et les dérivés qui ont été faits après ont utilisé donc cette base, et ont rajouté aussi des éléments, là pour le coup, de game design beaucoup plus qui donnent des buts beaucoup plus forts. Je pense que c'est vrai que la notion d'objectif dans un jeu est toujours très importante, et c'est ce qui fait aussi que ça a bien fonctionné, parce que ça a donné des colorations aussi, parce que c'est pas toujours les mêmes thèmes, bien évidemment, et la présentation aussi, certainement, qui est quand même très simple. 9 à 10 cartes de règles à lire généralement, voilà, c'est simple à sortir, et on avait parlé de temps de jeu. L'intérêt Pour l'arène aussi, c'est que dans l'absolu, on peut régler le temps de jeu et le nombre de cartes qu'on met dans le paquet de pioche. Donc, on peut faire des parties qui durent une demi-heure à 2 heures, 3 heures, si on a envie de s'étendre sur chaque question. Si je peux enchaîner, je voulais revenir un petit peu sur ta question. Tu parlais d'effet de mode. Je pense pas que ce soit quelque chose de si récent que ça, en fait, de jouer avec des cartes. Alors, on avait discuté un petit peu en préparant cette table ronde et tout. Alors, on va pas forcément être ni exhaustif, ni forcément très très juste. Les informations sont un peu dures à trouver, mais on a trouvé trace de jeux qui utilisent des cartes dès les années 90, en fait. Que ce soit le Torg, donc The Other Reality Game, ou bien Castle Falkenstein, qui est assez connu, qui a bien marché en France, ainsi que Everway également, qui était un jeu qui se jouait avec un tarot spécifique, et puis Deadlands également, qui utilisait un jeu de cartes classique pour sa mécanique. Ça collait très bien avec l'ambiance western du jeu. Donc tu vois, c'est pas quelque chose de si neuf et si récent que ça, en fait, de jouer avec des cartes. Et, on avait parlé aussi du phénomène Covid, qui
était peut-être un peu particulier en France par rapport aux jeux de société et par rapport peut-être à un certain type de jeu de rôle dont on essaie de parler ce soir? Ouais, je pense qu'effectivement, on a eu l'effet Covid de tout le monde se confine, tout le monde a envie du coup, de partager des moments les uns avec les autres. Ça a été aussi la réémergence, mine de rien, je pense, de tout l'aspect partie de jeux de rôle sur Discord, etc. Mais ça a été aussi pour une grande masse, il faut qu'on s'occupe. Et le il faut qu'on s'occupe, c'est les jeux de société, principalement, qui sont arrivés et qui en ont bénéficié. Et c'est vrai que tu as eu de plus en plus de gens qui ont joué à des jeux de société, qui ont du coup utilisé des cartes, avec tout l'aspect que ça peut avoir, hein, dans les différents types de mécaniques de jeu. Et ce truc de cartes parle à un public plus large que le public des rôlistes exclusifs. Et c'est vrai que c'est ce que j'expliquais en préparatoire. Nous qui avons fait des conventions type Japan Expo, Paris Manga ou ce genre de conventions qui n'attirent pas un public rôliste de base, qui attire un public qui souvent est jeune, qui, allez, à la limite, ont croisé les jeux de rôle dans Stranger Things, ils ont vu une partie de Donjons et Dragons, ils ont vu éventuellement le film Donjons et Dragons, et tu vois, ça s'arrête là. Ce qui fait que quand ils passent autour des tables, bah, tu vois, un des trucs qui les attire, c'est quand ils voient des éléments qui sont communs à leur culture, et notamment le jeu de société. Quand ils voient des cartes sur la table, ils vont avoir plus tendance à s'arrêter et à regarder et à se dire tiens, c'est quoi ce truc? Tiens, je peux essayer de jouer. Et puis du coup, ils se retrouvent embarqués dans une partie de jeu de rôle. Et l'aspect des cartes est toujours là entre guillemets pour les raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent, ils sont pas complètement dans l'inconnu. Et puis il y a ce phénomène dont je pense les autres vont en parler plus longuement, ce phénomène de j'ai envie de retourner la carte. Si la carte a une action, j'ai envie de la retourner, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Il y a un truc auquel j'ai pensé, mais ça me rappelle, vous savez, quand on avait des tables dans les livres de règles. Par exemple, si je prends Stormbringer, voilà, quand tu veux choisir un personnage, tu dois tirer ta race. Donc du coup, tu jettes ton dé, et puis ton dé, il va dans une table, et puis la table, tu regardes, et puis ça te donne telle ou telle race. L'aspect de la carte, c'est en fait, tu vas directement, tu élimines ce système et tu tournes ta carte. C'est un truc qui est instantané. Tu vois pas les autres choix potentiellement sur lesquels tu aurais pu tomber. Et tu as, voilà, ton résultat, il est là, il est devant. Et tu as vraiment cette action de je tourne la carte et je découvre quelque chose. Et ça, ce truc-là, ça marche vachement bien. C'est quelque chose qui vraiment est hyper engageant en fait pour les joueurs. Ouais, moi ça me fait penser au fait qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles pratiques de jeux de rôle. Ça peut être l'OSR, ça peut être les jeux de rôle indépendants, alternatifs, ça peut être les jeux de rôle à narration partagée. Beaucoup de choses qui vont vraiment à contre-courant ou en opposition aux jeux de rôle old school. Et donc rajouter les cartes aussi encore. Ça peut, tout ce que j'ai cité, ça peut déranger certaines personnes en disant ah c'est pas le jeu de rôle de mon enfance, c'est pas ça le vrai jeu de rôle avec les 300 pages de règles et le scénario qui dure obligatoirement 10 heures, sinon c'est pas une vraie partie de jeu de rôle. Et ben voilà, tous ces éléments là, ça permet par contre d'attirer un nouveau public, d'attirer des gens de faire moins peur, tout simplement, de faire moins peur aux gens, de pouvoir jouer plus vite, de pouvoir jouer différemment, puis de pouvoir éviter, en fin de compte, certains défauts du jeu de rôle qu'on a tous subis, hein, la préparation d'une partie qui est longue, et finalement de rendre le jeu de rôle plus simple, plus rapide, plus fun aussi. Et voilà, c'est plutôt cool tout ça. Alors sinon, on a parlé de jeux de rôle un petit peu anciens qui utilisaient les cartes. Torg, entre autres, ça date quand même de 1990, hein, ça commence à dater. Et Deadland, c'était que 5 ans après. Est-ce que vous avez connaissance d'autres jeux de rôle que les vôtres qui utilisent, parce qu'on va en parler après, hein, bien sûr, qui utilisent aussi des cartes et qui les utilisent de quelle manière? Et est-ce que vous pouvez nous en parler de quelques-uns?
Bon, je vais rebondir parce que du coup, ça va rebondir directement avec ce que tu disais tout à l'heure. J'ai découvert en préparant cette réunion speedrunning. Et speedrunning, c'est vraiment justement ce que tu disais, l'aspect préparer une partie, c'est difficile. C'est tout un tas de choses. Et puis, quand tu es dans un groupe d'amis et que tu veux jouer rapidement, voire même à l'improviste sur une soirée, tu as speedrunning qui essaye d'allier ce truc où en fait, tu vas tirer des cartes et les cartes vont te créer ton scénario. Vont te créer tes différentes histoires, vont te créer tes différentes règles sur ta partie. Et puis, bah, du coup, alors, il faut un talent d'improvisation, je pense. Et ça, j'ai envie de dire, c'est justement, tu sais, c'est ce petit truc d'improvisation en tout cas, quand on masterise, qui nous donne ce petit truc qui fait qu'on a envie de masteriser encore, parce que, hein, n'est-ce pas, Tolcraft, les joueurs font des choses. Et donc voilà. Et bah ce truc-là, je trouve que c'est hyper sympa parce que du coup, ça te permet, on avait rien de prévu. Tu sors le jeu de cartes, paf, tu crées ta partie du jeu de rôle et vas-y, tu joues. Donc tu as la simplicité du jeu de société avec une partie de liberté quand même du jeu de rôle. Donc tu vois, ça utilise que des cartes pour définir les règles, les PNJ, etc. Alors, est-ce que vous auriez des jeux de rôle actuels, encore en vente, ou de création récente, préférence français, allez, que vous pourriez citer en expliquant un petit peu comment ils les utilisent? Alors, je vais en présenter deux par rapport à la présentation qu'on avait faite, deux que je connais assez bien. Un, parce qu'il m'a permis de voir qu'on pouvait faire justement du jeu de rôle avec des cartes en réinventant un peu les cartes, en utilisant des cartes qui dorment dans un coin et en s'en servant pour justement aider au jeu de rôle. C'est le Val des Étoiles de Romain Briand, qui est un jeu qui se joue effectivement exclusivement avec un jeu de cartes et qui permet derrière néanmoins de créer à travers des sortes de batailles qu'on va mener on va dire un petit peu comme si c'était du Magic, hein, en 1 contre 1, à 2, on va créer en fait une histoire à travers les cartes qu'on va mettre en avant, avec des figures qu'on va justement bâtir à travers ces cartes, des figures comme le chevalier, l'enfant, le sorcier, et en même temps les faire agir, et donc les faire agir, mourir, et créer une narration grâce à ça. Ça, c'est le premier jeu qui m'a fait vraiment comprendre ça. Et je cite aussi un jeu qui est là pour le Val, ça date, hein, c'était 2013 de mémoire. Et on a aussi récemment, j'en cite un deuxième qui est sorti récemment, qui est Magie de minuit, qui a été fait par Momi, qui est actuellement encore bien en vente, hein, puisqu'ils viennent de le sortir. Et c'est un jeu qui, pour le coup, reprend un jeu du tarot, les arcanes majeures d'un tarot. Donc, on pourrait effectivement aussi jouer avec un tarot, mais qui, là, pour le coup, revisité, et qui, en plus du livre de règles, qui à chaque fois, tous les jeux dont je parle, c'est les livres de règles qui sont très petits. C'est pas justement les livres de règles à 300 pages, c'est les livres de règles on va dire, c'est l'équivalent d'un 24 pages en livret. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à lire, à mettre en place. Et voilà, Magie Minuit a fourni aussi son jeu de cartes, dont les illustrations sont extrêmement inspirantes pour raconter donc, les histoires donc d'une congrégation de sorcières qui part en quête. Et donc, c'est pareil, là, pour le coup, c'est de la narration totalement partagée, puisque tout le monde va jouer un rôle, mais aussi bâtir l'histoire qui arrive à l'ensemble des joueurs. Je peux enchaîner avec deux jeux qui sont tellement récents qu'ils ne sont pas encore parus. C'est des projets en cours de développement et qui ne devraient pas tarder à être publiés. On va rester dans l'univers des sorcières, ça a l'air de bien matcher avec les cartes, et c'est X and the City de Com Martin. Donc Com est très prolifique et écrit beaucoup de jeux, et un des projets sur lequel il travaille et que j'ai pu tester donc, est un jeu où on joue, c'est Sex and the City, mais avec des sorcières, et toute la mécanique utilise un jeu de tarot. Mais le jeu utilise également le tarot pour cadencer sa narration, en fait.
il y a une petite pile d'atouts, et lorsqu'on tombe sur certains, ça va déclencher, ça fait avancer la narration et certains événements. Donc voilà une façon d'utiliser un jeu de cartes. Et je voulais également mentionner le prochain jeu de Benoît Felten, l'auteur de Donjons et compagnie. Son prochain jeu s'appelle Les Mystères de Paris. Et on y joue là aussi des sortes de magiciens, enfin des gens avec certains pouvoirs. Et le jeu utilise également un jeu de cartes qui va représenter réellement un peu ton livre de sorts, quoi. C'est basé sur une mécanique de blackjack. Et la petite particularité du truc, c'est que tu vas pouvoir améliorer et optimiser ton deck de cartes au fur et à mesure de la campagne, histoire réellement de refléter les modifications et les choix et les évolutions de ton personnage. Donc voilà quelques petits exemples de ce qu'on peut faire avec des cartes, autre chose que simplement une simple bataille, quoi. Oui. Est-ce que vous auriez d'autres jeux actuels avec ce système de cartes? Ou pas? Alors, je peux le mentionner, mais sans trop en parler parce que je le connais assez peu. Il y a Tribute de Christian Grussi, donc le Rafio Fringant, qui a été publié fin 2022, je crois, et qui, pareil, est un jeu relativement narratif qui utilise des cartes spécifiques, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai pas testé, donc je vais pas pouvoir développer plus. Ok. Eh ben, merci. J'ai partagé quelques-uns des liens des auteurs ou des jeux dans le chat. N'hésitez pas à les voir. Et je vais vous montrer quelque chose, là, profiter d'une petite pause. Je vais vous montrer un magnifique t-shirt qui est le t-shirt de Relevant. Il faut bien le cadrer pour la caméra parce qu'il y a le fond qui veut tout cacher. Il faut tricher. Attention, c'est presque de la magie. Il apparaît que si on se met au bon endroit sur l'écran. Là, ça marche pas. C'est dingue d'ailleurs. Ah, est-ce que vous apercevez quelque chose? Ouais, voilà, bouge plus. Ouais, un petit peu. Vous C'est dur connaissez quand la même, carte hein. d'invisibilité Alors d'Harry Potter? C'est un peu pareil, mais en t-shirt. exactement. Donc ce t-shirt, il est disponible sur le site du Roll-Event. Je vous mets le lien direct, c'est le lien de la boutique. Il représente une voûte céleste. Une voûte céleste qui a été réalisée par Ilantar, qui est un illustrateur cartographe qui nous a offert ce dessin pour mettre sur le t-shirt, dont les bénéfices seront versés en intégralité aux 4 associations bénéficiaires. Et Ilantar était présent dans une table ronde vendredi soir également. Bon, je vais partager son site internet dans quelques instants. Là, j'ai partagé par contre dans le chat un lien pour aller directement sur la boutique si vous voulez le voir sans l'effet de magie Harry Potter que j'ai dans l'endroit secret où je suis. Est-ce que Trollcraft, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton jeu qui utilise des cartes? Alors, quelles cartes, comment? Est-ce que tu peux nous le montrer pour qu'on se rende compte que, en fait, quand on parle beaucoup de cartes, jouer, mais peut-être qu'il y a des gens qui se demandent de quoi on parle, comment ça peut s'intégrer dans un jeu de rôle? Est-ce que tu pourrais nous montrer concrètement ce que toi tu as fait? Ah oui, bien sûr. Donc moi, je suis l'auteur de Tel Ulysse, un jeu que j'ai créé lors du défi 3 fois forgé, et qui avait remporté le défi cette année-là, et qui a intéressé un éditeur qui m'a proposé d'en faire une version commerciale. Donc dans Tel Ulysse, en fait, on va jouer les 5 membres d'équipage d'un navire perdu en mer et qui vont devoir traverser l'océan après une terrible tempête pour essayer de rentrer chez eux. Et en fait, pourquoi je suis ici? Bah, parce que en fait, Tellulis utilise des cartes. Il utilise des cartes d'une façon que je voulais un petit peu originale, un petit peu spéciale. Je voulais vraiment que lorsqu'on joue au jeu, on ait cette sensation d'évoluer sur un océan, d'évoluer sur une vaste étendue. Et je me suis dit qu'en prenant des cartes, en les mettant face cachée comme ça, en formant un carré, bah, ça va me former mon océan. Et donc, au cours du jeu,
le bateau et l'équipage va se déplacer comme ça de carte en carte, et lorsqu'on arrive sur une carte, on la retourne et on découvre la petite épreuve qui y est liée. Donc c'est une petite 2-3 lignes de texte qui vont décrire une situation afin que la conteuse puisse mettre en situation l'événement et puis commence à raconter ce qui se passe et puis pose des questions aux personnages pour leur demander comment est-ce qu'ils réagissent. Donc comme le disait Banane Bleue, il y a un petit peu cet effet de surprise de la carte. Tu vois, lorsque tu arrives dessus, tu es un petit peu tenté, enfin, il y a beaucoup de, comment dire, d'excitation, de savoir ce qu'il y a en dessous. Sachant que le jeu inclut plusieurs mécaniques, par exemple la vigie a le pouvoir de regarder une des cartes qui entoure le navire. Donc c'est pas forcément complètement à l'aveugle, tu vois, on peut essayer de guider, de choisir où est-ce que le navire va aller. Mais voilà, donc on retrouve un petit peu cette sensation de mystère qui est liée au fait de retourner une carte. À part ça, sinon, j'ai pas utilisé les cartes pour la résolution dans le système, vu que je les utilisais déjà pour créer mon plateau de jeu, en fait. Donc, Telulis utilise juste comme ça les cartes pour créer un espace de jeu. Et il est vraiment à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu de rôle. Je l'ai vraiment écrit et structuré pour que ce soit une passerelle entre les deux. On en parlait au début, où est-ce que se situe la limite. Telulis est vraiment conçu pour brouiller cette limite. On peut y jouer comme un pur jeu de société sans incarner les rôles des personnages, en les prenant comme si c'était juste des fonctions, et puis en faisant les jets de dés, et puis en faisant pas de narration. La difficulté de l'épreuve, si on retourne un 5 de carreau, c'est la difficulté est de 5, les joueurs font leur jet de dés, et il faut au moins un 5 pour réussir. Bien entendu, c'est pas comme ça que je l'ai conçu et envisagé. Je vous invite à garder cette base mécanique, mais à mettre dedans de la narration, à mettre dedans du jeu de rôle, en interprétant les personnages, en faisant varier les événements, les conditions, ce qui se passe, en apportant des rebondissements, enfin voilà, en faisant vivre la situation, l'action, plutôt que de simplement faire une bête résolution mécanique. Mais il marche également comme ça, et je l'ai voulu de cette façon pour que les joueurs et joueuses qui connaissent pas du tout le jeu de rôle et qui viennent du jeu de société aient une structure de tours très facile à suivre, très habituelle pour eux, et en introduisant dedans du jeu de rôle, notamment via un outil que j'ai repris à Pour l'Arène, qui sont des questions qu'on va poser après chaque épreuve à un membre d'équipage, afin qu'il dise quel est son meilleur ami sur le navire, quel est son terrible secret et à qui l'a-t-il partagé. Comme le disait Fabien, répondre à une question, c'est facile. Interpréter comme ça de but en blanc un capitaine avec 25 ans d'expérience, ça l'est beaucoup moins. Ouais, c'est vrai, cette idée-là. Des fois, il y a des jeux de rôle qui ont un univers très foisonnant, qui ont des règles, qui ont des dizaines de pages. Et une fois qu'on a déversé tout ça dans le corps du joueur, des fois, il est bien embêté d'en faire quelque chose. Alors que avec ta proposition là de poser une question, d'avoir des cartes à jouer qui sont posées sur la table avec le bateau qui est, d'un seul coup, on se retrouve un peu obligé de jouer et d'interpréter. Et après, l'interprétation, elle vient toute seule, alors que c'est pas en remplissant les gens d'informations, même si elles sont fabuleuses, même si les dessins sont incroyables, que après on arrive au contraire, on peut même être intimidé. Et j'avais vu des photos de ton jeu en convention, et on avait l'impression que quand les gens passaient autour de la table, ils se rendaient compte qu'il se passait quelque chose. Alors que des fois, dans une partie de jeu de rôle, il y a un côté, on ne comprend pas trop ce qui se passe pendant une partie de jeu de rôle si on n'est pas assis en train de jouer, quoi. Ouais, comme le disait Stéphane Banane Bleue, il y a l'attrait d'avoir des cartes posées sur une table. Tu vois, ça attire l'œil, ça questionne. On n'est pas juste en regardant une fiche de papier et de jeter nos dés, nos crayons. Il y a du matériel sur la table, et naturellement, les gens sont curieux et viennent jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Et comme tu le disais, avoir ce matériel permet également de favoriser l'immersion et comment dire, favoriser l'immersion. J'ai des gens qui m'ont dit, j'ai déjà joué à Telulis, mais en l'utilisant pour mes parties de pavillon noir ou de 7e mer, pour matérialiser le déplacement du bateau, en fait, et faire vivre des aventures
à l'équipage en cours de jeu, parce que ce simple fait d'avoir tu prends un bouchon de liège ou une figurine de bateau que tu mets sur un océan de cartes comme ça, tu as réellement la sensation de déplacer de secteur d'océan en secteur d'océan, de traverser une zone pour aller vers une autre, avec la surprise de découvrir ce qu'il va y avoir sur place. Ça donne une vraie physicalité à ton voyage en bateau, qui, c'est vrai qu'en jeu de rôle, lorsqu'on te dit, bon, bah, tu voyages en bateau, tu as assez rapidement tendance à imaginer, bon, bah, c'est du repos, on va d'un point A à un point B, et puis le MJ nous dira s'il se passe une péripétie au cours du voyage, quoi. Mais merci on beaucoup. voit qu'il y a une forte tendance à vouloir justement matérialiser ça. On le voit dans les différentes mécaniques que tu peux avoir sur Roll20, sur Foundry VTT, mais également, tu as tout un tas d'applications qui se montent pour que les joueurs puissent visualiser mieux leur environnement, etc. Et là, le fait d'apporter le truc physique, qu'en plus ils connaissent déjà, tu as vraiment l'instantanéité. Tu n'es pas en train de te dire, oh là là, attends, il faut que je modélise en 3D ma carte, machin, etc. Non, tu vas amener des cartes et finalement, moi, tu me corriges si jamais je suis pas dans le vrai, mais c'est la modélisation finalement de ce que c'est un donjon et dragon. Ce sont des pièces. Tu es sur une pièce, il y a des événements qui vont se passer avec du loot à la clé, avec voilà, le design de la pièce. Et puis, bah, comme ça, en fait, tu construis finalement ton donjon à l'instar de ce que tu peux faire avec des jeux comme Binding of Isaac ou ce genre de choses qui sont des roguelites, où bah, en fait, tu avances dans une salle. C'est une salle qui a déjà été prédéterminée. Sauf que, en fait, mis bout à bout, tu fais finalement ta génération procédurale de ton donjon ou de ton aventure sur la mer ou de tout ça. Et le fait d'apporter toutes ces mécaniques juste avec un simple jeu de cartes, je trouve ça brillant. C'est un des avantages des jeux de cartes, ça a beaucoup plus de fonctions qu'un simple dé. Je pense qu'on y reviendra à la fin du truc pour détailler un peu tout ça. Mais c'est tout l'intérêt d'utiliser des cartes dans le jeu de rôle. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions à poser à Trollcraft? Hâte de tester. Voilà, moi j'ai envie d'arriver jusqu'en haut à droite. T'es pas encore acheté, donc tu peux leur demander. C'est ça, ouais. Alors, c'est pas vraiment une question, mais comme je connais le jeu, parle-nous de l'intérêt de changer les paquets de cartes, de ne pas prendre toujours un même paquet. C'est quoi l'intérêt justement par exemple, parce que tu sais que tu le proposes en plus dans les règles, de dire à un moment donné, prenez un paquet de cartes avec un dos qui vous inspire ou qui est... Ouais, alors ces petits conseils que je donne dans le livre, c'est essayer, si vous le pouvez, de prendre un paquet de cartes qui ait un thème qui colle avec l'histoire que vous voulez raconter. Ça fonctionnera d'autant mieux en fait, parce que on est tous d'accord que l'aspect physique d'un dé compte un petit peu, hein, parce que on est tous à acheter des collections de dés complètes pour avoir le dé qui va bien au jeu auquel on joue. Bah, c'est pareil pour un jeu de cartes en fait. Ce que vous voyez sur l'écran, en fait, les cartes que vous voyez retourner ici, c'est moi qui les ai fait spécialement pour cette petite présentation, ce petit flyer que j'ai fait pour expliquer le jeu. Je voulais quelque chose qui évoque l'océan, la mer, tu vois, donc d'où cet effet un peu d'eau. Lorsque je joue en présentiel à Tellulis, j'ai un paquet de cartes qui a un dos bleu qui évoque un peu pareil l'océan et tout. Mais on peut comme ça personnaliser un petit peu son expérience avec l'aspect des cartes, alors que ce soit le dos, mais également le visuel des cartes. Il y en existe des centaines de milliers différents, hein, pour avoir plutôt un jeu qui sera typé pirate, plutôt un jeu qui va être typé aventure marine au sens très large, ou typé Grèce antique. Donc l'aspect physique compte également. Et si je peux me permettre là-dessus un petit ajout, je le dis à tous ceux qui seraient intéressés justement à mettre du jeu de cartes dans leur jeu, même dans un jeu classique, dans un jeu qui utilise justement des jeux de cartes. Vous pouvez trouver moi, je collectionne pas mal de jeux de tarot essentiellement.
vous trouvez essentiellement des jeux en tarot souvent, qui sont très bien illustrés et qui sont une inspiration folle. Mais vraiment, ça suffit à faire des histoires et qui ont été illustrés par des dessinateurs de talent et qui transmettent déjà quelque chose rien qu'en les regardant, en les feuilletant. Voilà, ça donne déjà envie, ça donne de l'inspiration. Donc si en plus on vous offre une mécanique pour jouer avec, ça va d'autant plus démultiplier cet effet. Donc c'est vrai que le concept de Tollcraft, il est vrai. Il faut utiliser justement le matériel, le plus beau matériel qu'on trouve, celui qui vous plaît le plus, que c'est ça qui va faire que ça va encore mieux fonctionner et que l'imaginaire, il va y aller. Alors, qui est partant pour parler de son jeu de rôle? Banane Bleue, peut-être? Attention, t'es mute. Eh ben oui, c'est le raccourci clavier qui avait des focus, évidemment. Oui, je suis toujours prêt pour parler de mon jeu de rôle. Toujours quelque chose. Et comme je disais, c'est de notre jeu de rôle, puisque je suis partie d'une équipe. Hein. On a 3 co-auteurs, il y a un illustrateur, voilà, il y a plein d'autres membres. Donc ça reste un projet d'équipe. C'est ça qui est important. Alors comment on aborde les cartes? Je vais peut-être présenter vite fait une image qui le désigne, on va dire ça comme ça. Hop là. Je vais partager cet onglet. Juste pour dire que effectivement les cartes sont au cœur de la mécanique des Chants de Tindalos. Alors c'est quoi les Chants de Tindalos? Avant tout, c'est un jeu d'horreur Lovecraftienne. Et j'insiste sur Lovecraft. C'est pas du Cthulhu. On est reparti de l'écriture directement sur du Lovecraft. Et dans les différentes mécaniques, on s'est dit il y a quelque chose qui nous embête un petit peu, c'est la partie RP. Alors nous on est très RP, hein, tu sais. Voilà, on a aussi des personnes qui ont fait du théâtre dans l'équipe et on aime vraiment beaucoup faire du RP, hein, le roleplay. Et pour le coup, il y avait des mécaniques comme par exemple, on peut reprendre la santé mentale, où au final, ça reste un curseur qui on va dire, ne t'oblige pas ou en tout cas ne t'incite pas à le jouer. C'est-à-dire que tu pourrais avoir 1 en santé mentale, tant que t'es pas à 0, ton personnage, tu peux le jouer comme tu veux. Et ça nous embêtait un petit peu. Et c'est pour ça qu'on est parti d'autre chose. On est parti d'une barre de tension. Alors la barre de tension qui est également sur la fiche de personnage. Alors, je vais présenter autre chose. Voilà, on va faire comme ça. Je vais partager une fenêtre. Donc, sur la fiche de personnage, pour le coup, on va avoir directement une jauge de tension qui se trouve à droite de la fiche. Et tu vois, il y a différents paliers. Donc ça, cette jauge de tension, c'est une mécanique qui, de toute façon, la tension, tu, entre guillemets, ne la gères pas vraiment. Tu peux la gérer en mode, je vais essayer de me détendre, voilà. Mais quand il se passe quelque chose et que ton personnage, d'un seul coup, il se tend, ta tension va monter. Et lorsqu'il va arriver à certains paliers, il a accumulé peut-être un petit peu trop de tension. Tu sais, il passe une mauvaise journée. Et quand il passe une mauvaise journée, tu sais, il y a des fois où faut que ça parte. Donc là, du coup, il va faire un jet de maîtrise. Et s'il rate, c'est là que, entre guillemets, les ennuis vont commencer parce qu'il va commencer à tirer des cartes qu'on appelle perdre les pédales, donc des PLP. Donc là, en l'occurrence, tu vois, on a des jolis dos pour on va dire indiquer le niveau d'intensité de la carte que le joueur va tirer. Et ça attire pas mal. Hein. Il y avait cette histoire de je sais pas ce que je vais avoir derrière la carte, mais globalement ils savent que plus le dos de la carte est bizarre et plus ce qu'il y aura dans la carte sera bizarre également. Et ça va donner des indications. Enfin, c'est même pas des indications, c'est des injonctions pour que le personnage fasse une action. C'est vraiment sa façon de décompresser, de relâcher la pression. Et ça, ce truc-là, ça a plusieurs vertus. Ça a la vertu de
Du coup, ma tension, réellement, je vais entre guillemets la regarder et en prendre soin, parce que je sais que si je perds les pédales, mon personnage à un moment va faire une action qui ne dépend pas de moi. Alors, on laisse bien sûr l'interprétation de la carte. Donc du coup, la tension a un vrai impact. Hein. C'est ok, bah ma tension, je vais prendre des points de tension, bah ça m'ennuie parce que je sais pas, potentiellement, je vais aller voir le parrain de la mafia locale. Et puis je suis à un palier de, tu vois, de potentiellement tirer une carte. Je me dis, si je me fais mettre un coup de pression par le parrain ou par un de ses sbires, bon, ça pourrait être pas cool que à un moment je me mette à faire une action inconsidérée devant lui. Donc, tu vois, je vais être obligé de me dire, bon, je vais aller prendre quelques trucs pour baisser ma tension. Ça va peut-être impacter ma réserve. Enfin, tu vois, mais je vais être obligé de le vivre. Donc, c'est vraiment ce truc-là. Et puis, l'autre impact qu'on a vu qui était assez intéressant, c'est que ça dédouane quelque part le joueur des actions de son personnage. Ça, on avait, tu vois, des fois, des personnes qui ne se connaissent pas et qui avaient tendance à ne pas vouloir trop, tu sais, interagir avec les autres, de peur de les froisser, de les vexer, etc. Et là, tu es dans un cadre où c'est pas le joueur qui fait cette action, c'est le personnage, et le personnage est obligé par la carte. Donc ça a un côté aussi rassurant surtout quand on est en convention et qu'on fait jouer des gens qui ne se connaissent pas, ça a un côté rassurant de se dire c'est bon, tu peux y aller, tu peux faire cette action parce que de toute façon c'est ton personnage qui l'a fait, c'est pas le joueur en tant que tel. Donc ça c'est aussi le petit truc sympa. Et puis la tension en fait quand elle monte, c'est de plus en plus dur de se maîtriser. Il y a de plus en plus de cartes qui vont sortir et en fait, c'est le truc qui va mettre le piment et le sel rajouté par-dessus le plat qui est la partie. Et, effectivement, il y a un côté grisant à se dire ah j'ai pas envie de tirer la carte numéro 3 ou alors j'ai très envie de tirer la carte numéro 3, mais si tu veux, il y a quelque chose qui se passe qui fait que les joueurs rentrent dans le roleplay de ce truc-là. Donc tu vois, par exemple, hein, là c'est il faut hurler à plein poumon, ça c'est une carte de niveau 1. Mais après, tu peux te mettre à annoncer la fin du monde en public, c'est très rigolo, celle-là. Un niveau 3 où là tu commences à casser des trucs, à un niveau 4 où potentiellement tu commences à casser des gens. Donc voilà, c'est des choses, c'est des mécaniques qui font que le joueur est à la fois stressé de ce qui va lui arriver et à la fois content de ce qui va lui arriver. C'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup sur les joueurs. Voilà, ça amène quelque chose. Donc, du coup, ce système de cartes, c'est vraiment ça remplace si on fait ça dans une règle classique de jeu de rôle, tu fais un jet, selon le numéro que tu as, le maître de jeu regarde une table, dit hop, là tu fais ça, ou alors interprète. Là, le joueur est acteur. C'est lui-même qui va tirer la carte, puis la plupart du temps, on lui en présente plusieurs. Tu vois, c'est quelque chose qui amène, on va dire, de l'ambiance. Qui amène de l'ambiance autour de la table. On trouve toujours cette idée que un joueur, il a besoin d'être guidé. Alors, il faut faire attention parce que un joueur n'a pas forcément besoin d'être guidé. En revanche, certains joueurs, oui. Quand on fait jouer en convention, souvent tu vas avoir des rôlistes aguerris. Eux, ils n'ont pas forcément besoin d'être guidés. Et si tu veux, la carte va plutôt leur servir, au contraire, de support à faire un roleplay débridé sans aller justement vexer potentiellement des jeunes joueurs. La carte qui dit ça. Ça fait très. C'est la carte qui m'a dit de faire ça. Bref. Mais en revanche, tu as des joueurs qui eux vont être plus timides, vont être. Enfin, c'est des primo joueurs. C'est la première fois qu'ils jouent à un jeu de rôle. Jusqu'où ils peuvent aller, comment ils peuvent faire ça. Moi, je leur dis. Après, c'est toujours pareil. Tu as aussi la sécurité
sécurité émotionnelle, je leur dis, bah voilà, c'est soit tu décris l'action, soit tu joues l'action, et si vraiment ça te bloque, je peux t'aider. Et en fait, il a tiré la carte, et puis c'est moi qui vais jouer la scène du personnage pour que tous les autres voient bien, mais que le joueur se sente toujours, tu vois, comment dirais-je, acteur, dans le sens où son personnage aura eu une interaction avec les autres personnages qui vont forcément, une fois que j'aurai terminé de juste faire l'action, vont avoir des répercussions et forcément des interactions avec ce nouveau joueur. Donc ça permet aussi d'avoir une inclusion de ces nouveaux joueurs, et c'est pas qu'on a forcément besoin de les inspirer, mais bah, ça peut permettre de le faire. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ok. Est-ce que vous auriez des questions à poser à la banane bleue qui est avec nous? Non, apparemment pas de questions. Ah non, pas de question, c'était très clair. Je suis J'ai tout à beaucoup fait parlé. d'accord avec toi quand tu dis que quand on présente plusieurs cartes à un joueur, c'est plus impliquant que simplement jeter un dé. Tu vois, c'est vraiment vrai. Devant toi, tu as la potentialité de deux, trois cartes. Et c'est toi qui choisis. C'est pas le hasard qui fait des rebonds qui fait que c'est ça qui tombe. Non, t'as choisi ta carte. Tu sais pas ce qu'il y a dessous, mais c'est toi qui as fait l'action. T'aurais pris celle d'à côté, ça t'aurait peut-être plus convenu, tu vois. Ou moins, tu le sais pas. Et ça marche vraiment bien. Je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que la description que tu m'as fait du système me fait penser à. Ça c'est pareil, c'est un jeu on n'a pas cité, mais qui était un des premiers aussi à utiliser des cartes. C'était Alltray. Alltray la première version avait utilisé pas mal de cartes pour justement faire de l'inspiration, etc. Et il y avait un mécanisme qui me fait un peu penser à ça, qui était franchement, je ne me rappelle plus le terme exact, mais en gros, c'était le fumble que décidait le joueur quand il le voulait. Il avait une carte sur lui. Et s'il voulait, il forçait à faire un fumble, c'est-à-dire qu'il disait la carte, ben voilà, là maintenant je vais agir comme ça parce que la carte me dit d'agir comme ça, et en échange il obtenait un avantage par la suite. Donc c'est vrai que ce principe de dire qu'on donne l'agentivité au joueur de choisir quand il va péter les plombs ou faire ce qu'il ne faut pas ou avoir une infortune, ben c'est vrai que ça donne énormément de pouvoir et c'est pas remis au dé, au contraire c'est remis au joueur et on s'aperçoit, c'est pour ça que je pense que ton système il marche, il n'y a pas de problème, que les gens ils le font. parce que quoi qu'il en soit, le jeu il est là aussi. Eh oui. Oui. Là, en l'occurrence, dans notre système, lorsque tu tires la carte, tu dois le faire maintenant. Le personnage doit le faire maintenant parce qu'il est au stade où il a, tu sais, c'est la crise d'angoisse qui est remontée et où ça pète à ce moment-là. Donc, il doit péter à ce moment-là. Ce qui justement crée cette fameuse tension de ouais, mais c'est peut-être pas le moment. Tu vois, j'ai un personnage en fin de partie, il allait magnifiquement s'en sortir, planqué dans un canot de sauvetage, etc. Sauf que il prend un point de tension, il en prend un autre, et puis à un moment, il perd les pédales. Et le perdre les pédales, c'est juste, vous devez vous parler à vous-même. Et il s'est à parler à lui-même dans le canot de sauvetage, juste à côté d'un garde qui était en train de passer. Voilà. Et tu vois, ce truc-là, se dire, la vache, faut vraiment que j'arrive à me maîtriser, etc. Ouais, ça rajoute ce petit, voilà. Ce petit piment de hasard de la vie. Bon, merci. Fabien, est-ce que tu pourrais nous présenter ton jeu et la façon dont les cartes sont utilisées? Et si jamais tu as des visuels, n'hésite pas à les partager. Moi, je partage le lien de la page de ton jeu dans le chat. Alors, je vais mettre effectivement. Hop. Alors, ton jeu, il est en prototype pour l'instant, à ce que j'ai compris? Alors, aujourd'hui, Mysteria, donc c'est effectivement un jeu qui est encore en prototype. Donc ça y est, j'ai partagé l'écran. Je ne sais pas si on peut s'il va être mis. Voilà, parfait. Donc c'est un jeu aujourd'hui qui est effectivement encore un prototype, puisqu'il a été
quand même beaucoup playtesté, il a beaucoup évolué, il est aujourd'hui on a achevé, j'ai envie de dire, l'étape vraiment de mécanisation et de création du système en le testant à Octogone qui vient de passer. Et donc aujourd'hui, il est fini dans sa conception. On est en train de passer sur les étapes de fabrication, de préfabrication en tout cas. Et donc, c'est un jeu qu'on espère pouvoir sortir courant 2025, deuxième semestre 2025. Voilà pour l'histoire. Maintenant, Mysteria, c'est un jeu qui est peut-être encore plus que les deux précédents dans les cartes. Pourquoi ? Parce que le principe du jeu, c'est vraiment que le jeu, c'est les cartes, et les cartes sont le jeu. Je vous montre à quoi ressemble une partie quand on est en plein dedans. Voilà, c'est quand même très peuplé par justement les cartes. Il faut imaginer que la personne qui est devant, c'est donc la Sapience. Ça reste un jeu qui a les composantes d'un jeu de rôle. Hein. Il y a la symétrie dans les fonctions des joueurs. Il y a les joueurs qui sont là pour jouer leur personnage. Hein. Et il y a celui qu'on appelle la Sapience, mais qui est le maître de jeu, qui est là pour en fait apporter la cohésion dans l'histoire. Par contre, c'est un jeu émergent. Personne ne sait ce qui va se passer. On a juste une situation initiale et on a des cartes qu'on pose au fur et à mesure. Et le principe du jeu, il tourne aussi sur la zone dans laquelle on pose les cartes. Là, le tapis jaune que vous voyez, par exemple, c'est la zone qu'on appelle localisée et qui permet en fait à tous les joueurs d'accéder aux cartes, de pouvoir interagir avec elles dans la fiction, et aussi, sous certaines conditions, de les retourner et de regarder ce qu'il y a derrière. Donc on arrive à cette fameuse notion de quand c'est que je peux regarder ce qu'il y a derrière la carte, parce qu'il y a plein de trucs écrits derrière la carte et je veux savoir. Et la zone qui est plus devant la Sapience, le MJ, c'est une zone qu'on appelle à distance. Et elle porte bien son nom parce que les joueurs savent que la carte existe, elle est posée devant leurs yeux, ils la voient, mais pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Maintenant, après, c'est à eux, ça les guide. Ils savent qu'elle est là, cette carte, même si quelque chose ils ont juste entendu parler, que le MJ veut leur faire découvrir. Il suffit juste qu'ils la posent à cet endroit de la carte. Ils peuvent la voir, ils peuvent commencer à poser des questions dessus, commencer à la faire agir dans la fiction, parce que ce qui est posé sur la carte, c'est en jeu et c'est existant dans la fiction. Donc c'est cette codification qu'on a utilisée, qui est finalement une codification de zoning qui est très propre au jeu de plateau, et qui permet justement aux joueurs déjà de savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire avec les cartes, quand c'est qu'ils ont le droit d'interagir avec, quand c'est qu'il faut qu'ils fassent des actions pour pouvoir y accéder, etc. Et donc ça va être déjà une première composante où les cartes sont très utiles, parce qu'elles représentent par leur positionnement, par l'endroit où on les place, ce qu'elles sont. Et ça veut dire qu'à un moment donné, même vous connaissez une personne, un des personnages, donc non-joueur, qui est placé, localisé, vous parlez avec, vous savez qui il est, mais quand il s'en va, eh ben on le place à distance, on ne sait plus où il est. Donc on sait qu'il existe toujours, il existe toujours dans le monde, il est là, mais il est où ? Comment je fais pour le retrouver ? Donc ça permet aussi, parfois, juste par un déplacement de la carte, d'induire des choses dans la fiction. Ça m'est déjà arrivé que sur des parties où il fallait trouver une complication pour un joueur. Il avait un objet auquel il tenait, parce qu'il y a dans le jeu, il y a des artefacts qui sont symbolisés par des cartes. Tout ce qui a une carte, en fait, a une importance dans le jeu et dans la fiction. Il m'est arrivé tout simplement de prendre la carte et de la mettre à distance. Donc là, j'ai rien eu à dire. Les joueurs ont compris. La complication, c'est que l'artefact qu'ils connaissaient, qu'ils voulaient retrouver, avait disparu. Ils ne savaient plus où il était. Donc, pour regarder le détail après de ce que sont les cartes, là, déjà, vous voyez que ça ressemble un peu à... Je me permets de t'interrompre. Moi, j'avais joué à un jeu, c'était Mindjammer, qui n'a pas du tout de cartes, qui est sur un système Fate, et ils ont dans les scénarios des degrés d'avancement du but des joueurs en 6 échelons, et des degrés d'avancement de l'ennemi en 6 échelons. Et quand l'ennemi avance sur son degré, il se passe des choses dans le scénario. Par exemple, ça peut être la population de la ville qui va commencer à devenir hostile. Ça peut être, par exemple, certains groupes agressifs qui vont tenter quelque chose. Et alors,
Et j'avais trouvé ça intéressant qu'il y ait des niveaux d'hostilité qui montent en fonction des mauvaises actions des joueurs, enfin des échecs des joueurs, pour que les joueurs se rendent compte qu'ils échouent. Et au contraire, et ben, ton système là d'expliquer que physiquement, tu éloignes l'objet de leur quête et qu'ils le voient, tu n'as pas besoin d'expliquer. Je trouve ça très visuel et finalement, tu n'as pas besoin de rentrer dans un blabla que les joueurs ont peut-être contesté. Tu éloignes l'objet, ils voient bien qu'ils s'éloignent d'eux, quoi. C'est exactement ça. Vous allez le voir après, il n'y a pas que des cartes, j'en parle quand même parce que bon, voilà, il y a aussi des jetons. Ça sert. On a des mécaniques, hein, on a pris toutes les mécaniques aussi des jeux de plateau et le jeton, ça sert beaucoup à ça. Vous allez voir en quoi c'est utile avec la carte. Et juste pour, voilà, pour donner une idée de ce que sont les cartes, là vous avez une carte de personnage. C'est pas très, voilà, c'est pas très étendu, mais ça suffit pour que les gens sachent ce qu'ils ont à faire. Il y a surtout une liste d'objectifs. Et ça, c'est une carte qu'ils voient tout le début. Et après, les autres cartes, en fait, elles sont juste posées. Et en fonction de ce que c'est, on peut y accéder ou pas. Et donc, on peut la retourner ou pas. Donc, l'intérêt des cartes, c'est qu'on n'a même pas. Les règles, par exemple, les deux cartes qui sont en bas, ces deux cartes-là, je vais zoomer dessus, c'est des cartes de règles. Parce que c'est des cartes d'action que peuvent faire les personnages. Éveiller son instinct, raisonner sur un mystère. C'est des actions qui sont à leur disposition. Sauf que au début, quand je présente le jeu, je pose juste les cartes et je dis voilà, si un jour vous voulez vous poser une question, vous éveillez votre instinct. Si vous avez envie d'avoir une révélation sur le mystère d'un personnage ou d'un lieu, il faudra raisonner sur un mystère. Mais je dis rien de plus. Et en fait, j'ai pas besoin d'expliquer les règles. Les règles, elles sont sur la carte. Sauf que pourquoi surcharger, on en parlait avant hein, sur un autre jeu, pourquoi surcharger les joueurs avec des règles qu'ils n'ont pas forcément besoin de connaître? L'intérêt, c'est que n'importe qui, quand il fait l'action, parce que ça peut être aussi bien le joueur qui fait l'action que le MJ qui va lui dire « Ah bah tiens, là, je pense que tu essaies de faire ça », ben, il n'a plus qu'à prendre la carte, à la retourner, à la lire. Et donc, quand on lit la carte, donc, voilà, on se retrouve avec des cartes où il y a marqué effectivement les différentes choses qu'il va falloir faire. Le jeu se joue avec des dés, après il faut jeter 2d6, etc. Il y a des rebondissements en fonction des résultats. Mais en tout cas, toutes les informations pour la règle, elles sont sur la carte. Et une fois qu'on a fini, hop, on remet la carte sur sa face illustrée. Et comme ça ne surcharge pas d'infos. Et on y reviendra si on en a besoin plus tard. Et les cartes, donc, comme je disais, qui comptent pour la fiction, donc ce sont ces cartes-là, donc c'est les cartes qui vont représenter, par exemple, un personnage, qui vont représenter un lieu. Là, pour le coup, l'intérêt des cartes, pour nous, il est double. Déjà, il est visuel. Là, aujourd'hui, on est sur des illustrations, c'est du proto, c'est illustration d'IA, c'est pas du tout ce qu'on veut. On va faire des illustrations réalisées par des humains qui vont bien comprendre ce qu'on veut et qui vont pouvoir intégrer des choses dans les cartes, qui seront aussi bien des indices que des orientations pour les joueurs quand ils verront une carte. Et l'intérêt pour moi, c'est qu'aujourd'hui, quand on pose une carte, on n'a pas besoin de faire une description. Moi, aujourd'hui, je pose une carte, je dis, vous êtes dans le manoir. Les gens, ils voient une photo, enfin une image de manoir. Voilà, il a son look. Il se le visualise. Je pourrais rajouter des détails si j'ai envie pour donner un peu plus d'ambiance, bien sûr. Mais de base, voilà, ils ont déjà les informations visuelles que leur donne la carte. Et ça, souvent, je vois, ça suffit à beaucoup de joueurs. Parce qu'il faut voir qu'on a beaucoup playtesté, plus même qu'avec des rôlistes, des gens qui ont déjà fait jeux de rôle, a beaucoup playtesté avec des joueurs de jeux de société qui n'ont jamais fait de jeux de rôle. Et donc pour eux, voilà, le visuel suffisait. Voilà la carte, hop, ils se font l'image de ce que ça peut être. Et de la même façon, quand on veut aller plus loin, il faut retourner la carte. Et là, les cartes, par exemple, j'en ai pris 2 différentes parce qu'elles ne sont pas composées pareil. Celles-là, les gens n'ont pas à les retourner. Ils ont toutes les informations qu'ils veulent, qui sont devant. Ça, ils ont accès, ils peuvent le lire, par exemple. Donc, ça fait travailler un peu leur imaginaire. Et ça les oblige un peu à réfléchir. Ça crée le scénario aussi. C'est ça qui crée un petit peu l'histoire. C'est, tiens, il y a des questions au sujet d'une personne. On se pose des questions. Qui est cette personne? Pourquoi elle a un accent indéfinissable, etc. Et on cherche à avoir des réponses. Et le MJ, lui, pour qu'il s'en sorte quand même, parce que comme j'ai dit... c'est émergent, il n'a rien préparé à part ce que va lui donner la carte. Quand on lui pose la question, il retourne la carte. Et là, il a toutes les infos, normalement, qu'il lui faut. Toujours pareil, sous la forme de questions. Même pour le MJ, on lui pose des questions, on lui dit réponds à cette question. Et ça te servira à créer le personnage sur le pouce. Et donc, on a les avantages,
les défauts de cette personne, ses objectifs et les complications qui peuvent arriver auprès des joueurs. Un lieu, c'est un peu différent, parce qu'un lieu, en fait, on va tout simplement, là pour le coup, il y a une agentivité du joueur. Dans certaines configurations, le joueur peut choisir une opportunité. Et donc, il va lire la carte et dire, tiens, je voudrais bien avoir cette opportunité. Là, c'est pareil, ça se construit. Donc, chaque partie sera différente. On joue, classiquement, on a 2 settings de base, on va dire. On est un peu dans le deck building aussi, c'est-à-dire qu'on fait ce qui est un peu le scénario, c'est les cartes qu'on décide de mettre dans le jeu, de mettre en jeu. Donc, c'est sûr, quand on met un manoir et, par exemple, une spirit, on va faire une séance de spiritisme au manoir. Ça va se faire comme ça. Ça vient naturellement. En tout cas, on sait que ça va parler de fantômes. Et donc, les joueurs ont aussi la possibilité, avec les opportunités que leur offrent les cartes, de changer le cours, l'orientation de la partie. Et d'une partie à l'autre, même rejouer et pas prendre la même opportunité, et donc faire tourner l'histoire un peu différemment pour eux. Enfin, je termine avec l'aspect visuel des cartes et des jetons, puisque comme j'ai dit, on a plusieurs jetons qui permettent en fait parfois, en combinaison avec les cartes, d'exprimer des choses. Par exemple, ce jeton, c'est un jeton qui est un jeton de savoir qui permet de visualiser le fait que les gens ils ont des informations, des indices sur une carte. Donc, c'est toujours pareil quand on fait un jeu qui est... où on parle de mystères, etc. C'est pas un jeu à secret puisqu'on n'a rien écrit. Mais il faut quand même dire aux gens qu'ils ont des infos pour trouver ces mystères. Là donc le MJ, quand la personne elle estime qu'elle a trouvé assez d'indices, assez d'éléments, qui pourraient un peu chercher plus loin, il va tout simplement poser le jeton sur la carte. Et là, de la même façon, il n'y a pas forcément besoin de faire un grand blabla. Et c'est un peu le défaut et la force du jeu, c'est qu'il marche très bien en physique pour ça. Parce que on bouge autour de la table, tout le monde le voit, et tout le monde regarde bien sûr ce que fait le MJ, et quand le MJ il prend un jeton et qu'il le met sur une carte, ça attire l'attention et ça attire le focus narratif aussi sur cette carte. Et des joueurs qui peut-être s'y étaient pas trop intéressés, d'un coup ils vont se dire, ok, si là on a une info là-dessus, c'est peut-être que c'est intéressant, c'est peut-être que c'est important. Ils auront le choix de ne pas y aller, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet aussi de créer des interactions, de créer des directions à l'histoire, et surtout de donner beaucoup d'agentivité aux joueurs. En tout cas, il y a beaucoup de matériel. On se croirait vraiment dans un jeu de plateau. Et en même temps, moi, ça me donne l'impression d'être de jeux qui servent vraiment dans une partie de jeu de rôle. Des fois, il y a ça dans les grosses campagnes de l'appel de Cthulhu. Tu as plein de matériel à donner aux joueurs. Où ils doivent, c'est des matériels qui sont qui les plongent directement, très immersifs, des parchemins illisibles, des journaux. Mais on est sur des choses plus d'ambiance. Alors que toi, tout le matériel que tu donnes, c'est directement dans le scénario, dans les actions qui vont se dérouler, et pas pour une question d'ambiance, même si les illustrations sont là pour ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est quand on a créé le jeu, on avait fait beaucoup de cartes, on avait fait beaucoup de choses. Même initialement, on voulait créer le jeu uniquement en jeu de cartes, c'est-à-dire que ce soit que des cartes, un peu comme pour l'arène, c'est-à-dire on démarre avec des cartes, on lit les règles en lisant les cartes, etc. Après, pour des raisons d'utilité des cartes, justement, on s'est dit qu'il fallait que toutes les cartes soient utiles, et on a réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, une carte qui est juste une carte de règles, au final, une fois que les gens connaîtront les règles, ils l'utiliseront plus, donc ce serait qu'une aide de jeu, pour le coup. Et au contraire, notre jeu, c'est totalement l'inverse de ce qu'on fait dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, on fait des aides de jeu qui sont totalement dispensables, et que si elles ne sont pas là, le jeu n'est pas cassé, on peut quand même jouer au jeu de rôle, d'accord ? Ce qui importe, au contraire, c'est le livre, le livre de règles, les scénarios qui ont donné. Et nous, on est parti totalement de l'inverse. Nous, notre jeu, c'est les cartes. S'il n'y a pas les cartes, le jeu il est cassé, il ne marchera pas. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Fabien ? Pas vraiment de questions, non, mais je suis très, très intrigué par ce que je vois. Je trouve ça vraiment bien. Vraiment, j'ai hâte que ça sorte, toi. J'espère pouvoir tester aussi quand on se recroisera. Ah oui, bien sûr. Ouais, moi aussi, je voudrais bien tester, mais bon, les conventions, on est souvent
très occupé. On était à une table l'un de l'autre, Octogone, faut savoir, et malheureusement, on était toujours en partie. C'est ça. Mais moi, ça me frustre. Mais alors, j'ai juste une petite question. Ça va être sur l'aspect, tu sais, lecture. Est-ce que c'est quelque chose qui n'entrave pas trop la narration? Le fait de devoir lire, enfin, je pense notamment à moi qui ai du mal à lire. On a fait vraiment c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon des prompts. C'est-à-dire, on a vraiment fait des phrases courtes qui sont rapides à saisir et qui sont évocatrices. Et là encore, on a un énorme travail de wording qu'on a fait depuis 1 an et demi, depuis de nombreux playtests. Et justement, la contrainte de la carte, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça oblige à la concision. Parce qu'on n'a pas la place d'en mettre beaucoup. Si on veut rester lisible, c'est du caractère 8, 8,5, en gros. On ne peut pas faire moins. Et en même temps, il faut quand même qu'on arrive à faire passer le message dedans. Donc, c'est vrai qu'au contraire, on pense qu'il y a beaucoup à lire, mais déjà, ce n'est pas la même personne qui va toujours lire les mêmes choses. Parfois, ça va être le MJ, parfois, ça va être le joueur. L'information, elle est répartie naturellement. Elle se répartit naturellement autour de la table à travers les joueurs. Et justement, ça évite de surcharger l'information. Là où les joueurs ils ont plus de mal au début, on le voit, c'est la fiche de personnage, parce que là, pour le coup, il y a pas mal d'informations à prendre d'un coup. Mais une fois que ça c'est fait, après, ils ne vont chercher les infos que quand la carte apparaisse. Et donc là, c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup de trucs sur la table. Il faut penser qu'au début, souvent, il n'y a qu'une carte sur la table. Le lieu où on est, par exemple, ou le personnage qu'on connaît. Et donc, en fait, c'est assez progressif. Ça vient progressivement. Et c'est vrai que ça, c'est un peu l'intérêt aussi d'un jeu de cartes, pour le coup, par rapport parfois à des grands plateaux, choses comme ça. Bah, c'est que les cartes, une fois qu'on peut faire des tas, on peut les ranger, on peut les enlever justement d'une zone. Réellement, le jeu, il se joue aussi il y a une logique de campagne, de région, etc. Et moi, aujourd'hui, mon jeu, je veux le faire en campagne. J'ai fini une partie. Pour pas oublier, je prends une photo, comme j'ai pris là, par exemple. Je range toutes mes cartes, toc, 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 toc. Ça tient dans un petit pochon. Quand je reviendrai, je ressors mes cartes. Et quand je regarde toutes mes cartes, j'ai mon scénario qui me revient. Pour ce qui s'est passé, en tout cas, la fiction, elle me revient. Parce que c'est organisé comme une carte relationnelle. Comme les mind maps. Et grâce à ça, on arrive à savoir les relations qu'il y avait entre les personnages, etc. Et ça aide. C'est pareil, le support visuel, on s'est aperçu qu'il aidait des joueurs qui ont des problèmes notamment d'attention, de concentration, de mémoire. Grâce au support visuel, en fait, ça passait bien, justement. Et c'est peut-être ce qui, parfois, pouvait gêner certaines personnes à aller vers le jeu de rôle. Et c'est pour ça qu'ils faisaient que des jeux de société, type plateau, etc. Mais là, avec un visuel et un système construit, comme ça, avec des cartes, qui fait un peu des briques, ils arrivent même à mieux situer, à mieux comprendre l'histoire, à mieux la retenir. Merci beaucoup. On va aborder quelques petites questions peut-être théoriques pour conclure dans nos 15 dernières minutes. Je vous rappelle qu'on a toujours un magnifique t-shirt avec une voûte céleste fantastique, une voûte céleste d'étoiles d'un autre monde qui ont été cartographiées par Ilantar et qui est en vente sur la boutique du Roll-Event, et que les dons sont toujours ouverts. D'ailleurs, les dons vont être ouverts jusque lundi soir. Si vous n'avez pas eu le temps de donner pendant ce week-end aux 4 associations, il sera encore temps lundi soir, ou si vous avez du temps au boulot, par exemple, pendant l'après-midi, il ne faudra pas hésiter. Alors, les questions qu'on avait notées, est-ce que, en fin de compte, est-ce que ces aides de jeu, enfin ces cartes qui sont physiques, est-ce qu'elles ne peuvent pas aider dans certains cas, pour des personnes qui auraient des difficultés, qui auraient peut-être des handicaps? Je me permets de reprendre la main là-dessus parce que voilà, on en avait parlé et puis on l'a constaté et j'ai eu on l'a fait jouer plus d'une centaine de personnes. Maintenant, on a vraiment un vrai retour là-dessus. Ça n'a aucune valeur médicale, ce que je vais dire. Attention, je le dis juste d'expérience. Non, mais voilà, en tant que créateur de jeu qui voit les retours qu'on fait sur le jeu,
et surtout de mettre un peu documenté dessus. J'ai eu des cas de gens donc, qui avaient des troubles d'attention, de l'hyperactivité, qui avaient vraiment des problèmes de mémorisation, et des gens aussi qui nous disaient j'ai pas d'imaginaire, j'ai pas d'imagination, j'y arriverai pas. Parce que parfois ils s'asseyaient pour tester le jeu à une table, en convention, puis ils ont l'impression, ils comprennent que c'est un jeu de rôle, ils voient que, et ils disent ah non, pour ça il faut de l'imagination, j'ai pas d'imagination. Et c'est là où on leur dit non mais t'as qu'à répondre à des questions, t'as qu'à lire les cartes. Et c'est vrai que ça fonctionne. Et donc récemment, j'ai découvert qu'il y avait un terme pour ça, pour les gens qui ont du mal, en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas d'imagination, ils ont du mal à visualiser les choses, ce qu'on appelle la fantaisie. En fait, c'est une petite pathologie qui n'est pas forcément handicapante, et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils l'ont. En fait, ils n'arrivent pas à se créer des images mentales, même si de choses qu'ils connaissent. Et je pense que c'est pour ça que ces gens-là vont aller vers des jeux de société, où il y a du matériel de jeu, parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir un support visuel qui va justement compléter. Naturellement, ils vont aller vers ça parce qu'ils n'arrivent pas, eux, à se le faire, le support visuel. Là où le rôliste, la plupart du temps, c'est des gens qui arrivent à visualiser ce qu'on leur raconte. Et donc, c'est peut-être un des intérêts aujourd'hui que je vois aussi, de mettre que ce soit des aides de jeu ou que ce soit vraiment des éléments de jeu, donc fondamentaux du jeu, peu importe, mais en tout cas de mettre du visuel dans les cartes, dans les jeux de rôle, sous forme de cartes par exemple. Ça aide justement ce public à venir au jeu de rôle, parce qu'on s'est aperçu qu'ils ont de l'imagination, ces gens, ils arrivent derrière à faire à créer des fictions. Ça marche très très bien. C'est juste que je pense que c'est un déficit de confiance qu'ils ont par rapport à ce genre de pathologie. Je pense que c'est une bonne chose à leur amener. On est d'accord. Et je pensais au rôliste, on a tous connu ça, avec le petit calepin qui note tout. Voilà. Et là, physiquement, t'as pas besoin de sortir de la narration, d'être en train d'écrire ton roman, parce que typiquement c'est modélisé par une carte. Donc ça permet aussi ce genre de choses. En revanche, sur effectivement la fantaisie, j'en avais entendu parler très rapidement, et c'est vrai que parfois je me dis ça doit être difficile. J'ai eu quelques joueurs comme ça. C'est un peu plus difficile pour eux de rentrer dans l'histoire. Mais après, l'autre pendant, c'est de se dire que le MJ doit apporter aussi cette partie d'imaginaire. Moi, je sais que j'essaye justement de faire de l'implication directe des joueurs. Par exemple, quand je décris un lieu, je le décris juste à côté du joueur qui vient de découvrir le lieu. Et j'essaye justement de lui dépeindre de son point de vue. Je me mets à côté de lui, je dis regarde là, tu vois, à gauche là, il y a une fenêtre. Là, tu vois, regarde là, à cet endroit-là, il y a une porte. J'essaie de leur décrire comme ça. Mais c'est vrai que l'histoire de garder peut-être un visuel également collectif, c'est-à-dire que quand tu sors ta carte du manoir, pour le coup, tout le monde imagine le même manoir. C'était une des choses où je m'étais dit tiens, j'aimerais bien faire une expérimentation, c'est demander si dans les joueurs il y a des artistes et qu'ils me dessinent ce qu'ils ont vu par rapport à ce que moi je leur ai décrit. J'aimerais bien un jour faire ça. Bon, t'auras que des dessins différents, c'est sûr et certain. Mais ouais, mais je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial parce que c'est pareil. Moi, j'ai mon imaginaire. Je décris ce qu'il y a dans ma tête, mais ce qui arrive dans leur tête, voilà, ça, effectivement, je ne sais pas. Et du coup, je suis également un tout petit peu partagé sur le fait, entre guillemets, de leur imposer un imaginaire. Ça, après, ça, c'est juste ma partie purement théâtreux, voilà, etc. De me dire, est-ce que justement on doit imposer un visuel de façon à ce que tout le monde voit la même chose, ou est-ce que finalement on ne doit pas laisser vagabonder l'esprit? Ça, c'est une grande question philosophique à laquelle je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, par exemple, dans les personnes qui ont de la fantaisie, ça répond clairement à un besoin. Donc c'est plutôt cool. Ça amène encore de nouveaux gens à jouer au jeu de rôle. Cool.
Alors moi, j'avais aussi une autre question. C'était à un moment où vous avez parlé du côté addictif de tirer les cartes ou des manipuler. Est-ce que l'intérêt d'avoir ces mécanismes à base de cartes, c'est de rendre du physique et que finalement on aime bien jouer, on aime bien jouer avec des choses, on aime bien manipuler des choses. Il y a un côté addictif. Banane bleue, bah, tu voulais en parler? Ouais, oui, oui, ce petit côté addictif de tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la carte. Et donc forcément, quand tu as la carte qui est en face de toi et qui te nargue, qui te dit retourne-moi, tu veux savoir ce qu'il y a derrière. Et donc évidemment, tu as ce petit côté addictif. Alors c'est vrai qu'on avait aussi parlé d'un rapprochement avec le poker, mais j'ai envie de dire avec le côté malsain en moins. Euh, non pas que le poker soit malsain, mais en tout cas, là, on n'est pas en train de jouer de l'argent. Et t'as vraiment ce côté qu'est-ce qui va m'arriver. Euh, est-ce que j'ai autant peur de ce qui va m'arriver que j'ai envie de savoir ce qui va m'arriver. Et tu as vraiment ce côté addictif qui procure vraiment, bah, pour le coup, si on parle, là, ça décharge quelques petites doses d'adrénaline, quelques petites doses d'endorphine, et quelque part, ça appuie finalement le côté, bah, la partie se passe bien, je me sens bien, je suis voilà, il y a cette tension qui est modélisée à la fois sur l'affiche, mais à la fois sur mon propre physique et ma propre psyché. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là de se dire ah voilà, il faut que je retourne quelque chose. Et dans le jeu de Tolcraft, c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait dans Donjons et Dragons. C'est est-ce que tu vas dans cette pièce ou pas? Est-ce que vraiment tu veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte? Sauf que là, c'est physique. C'est limite, tu ouvres la porte physiquement, quoi. Tout à fait, oui. Ah ouais, il y a de l'interaction. Je voulais juste dire un petit mot sur les avantages que proposent les cartes par rapport à des dés, en fait. Parce qu'on n'y réfléchit pas forcément comme ça, mais quand on y réfléchit bien, un paquet de cartes classique, ça va être 52 cartes plus de jokers. C'est l'équivalent, si vous le voulez, d'un dé à 54 faces. Mais c'est 54 cartes, enfin 52 plus de jokers, elles sont réparties, c'est 13 cartes réparties sur 4 enseignes. Donc les enseignes, c'est cœur, pique, trèfle, carreau. Donc c'est aussi un dé à 13 faces, si vous le voulez. C'est aussi un dé à 4 faces. Et ces 4 enseignes sont réparties en 2 couleurs. C'est aussi un dé à 2 faces. Et en plus, quand une carte, elle a un sens. Elle peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens, comme le font l'interprétation au tarot. Selon si on tire un pendu ou un pendu inversé, on ne va pas l'interpréter de la même façon. Donc certaines cartes sont interprétables comme ça, avec leur sens également lorsqu'on les tire, hein. Mais en plus d'avoir simplement un aléatoire comme on pourrait l'avoir en émulant un dé à 54, 13, 4 ou 2 faces, on peut aussi avoir un aléatoire contrôlé avec des cartes. On peut créer des paquets spécifiquement avec que certaines valeurs, que certaines couleurs, que certaines choses à l'intérieur, histoire de moduler les effets. Je sais que les champs de Tindalos, par exemple, vos paquets de perdre les pédales, on peut utiliser comme ça un tirage un petit peu aléatoire parmi tout le gros paquet, mais le MJ va aussi pouvoir sélectionner 2-3 cartes qui colleraient bien à la situation et juste faire le tirage parmi ces cartes-là, histoire d'avoir quelque chose qui soit cadré sur la situation et sur l'action en cours. Et donc, avec des cartes, on peut faire un gros paquet qu'on peut trier. On peut faire des paquets multiples. Vous pouvez proposer à un joueur de choisir entre 2 ou 3 paquets. Et également dans ces paquets, on peut choisir plusieurs cartes dans le paquet. C'est vraiment statistiquement et d'un point de vue de game design, les cartes offrent beaucoup, beaucoup plus de possibilités que juste vas-y, jette-moi un dé. Il y a énormément ça ouvre un champ de possibles bien plus vaste et avec toujours cet aspect manipulation beaucoup plus présent que sur le dé. Le dé, on le prend, on le jette, on le manipule pas, tu vois, c'est quelque chose qu'on éloigne de soi. La carte, on la tire, elle vient à toi. C'est toi qui fais le choix, c'est toi qui investis dans l'action. Et la carte, en plus, elle reste là après. Elle reste. Tout à fait, oui.
La carte, elle est là. Et c'est vrai que vous utilisez des zones comme vous le faites dans Mysteria, c'est super bien aussi. C'est une autre utilisation encore de la carte. C'est vrai qui est très jeu magique, par exemple. Euh, et c'est vraiment cool. Et puis la carte, elle peut être là, elle peut ne pas être là, elle peut être cachée, elle peut être ailleurs. C'est vraiment un outil d'un point de vue game design qui offre une polyvalence importante. Oui, c'est comme un commentaire, c'est une magnifique déclaration d'amour à la carte. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme autre question? Le côté casual gaming, est-ce que ce type de jeu aide pas à avoir un jeu qui s'installe et qui se joue sans trop de préparation et qu'on peut jouer assez rapidement? Si, tout à fait. Enfin, c'est une des raisons des succès pour l'arène, je pense, de Alice is Missing également, qui est un jeu de rôle relativement immédiat. On y joue uniquement par interaction textuelle par smartphone, en s'envoyant des messages. Et ce sont des cartes qui vont cadrer un petit peu la narration avec des cartes de personnages, des cartes de lieux. Donc on joue tous autour de la table, on n'a pas le droit de parler. C'est juste, on construit un imaginaire commun en s'inspirant des cartes qui ont été révélées, et puis via les messages qu'on s'envoie, que ce soit en groupe ou en message privé. Donc ça a cet intérêt d'être un jeu de rôle relativement immédiat par rapport au jeu de rôle classique héritage Donjons et Dragons, où il faut apprendre les règles, il faut concevoir un scénario ou l'improviser. Voilà. Tout en gardant cet aspect très justement Donjons et Dragons, quoi. C'est vraiment, t'amènes ce côté addictif. Enfin, tu vois, je parlais tout à l'heure des jeux roguelite sur console, sur PC, peu importe, qui sont des jeux qui sont très addictifs. Parce que tu as une rejouabilité infinie, parce que tu as de la gestion procédurale, enfin de la génération procédurale de donjons, etc. Et c'est exactement ce que t'apportent finalement les cartes. Parce que voilà, dans toutes les infinies possibilités qu'a cité Tollcraft, tu as aussi ta carte représente une pièce, une zone, un truc. Et puis tu peux avoir ton paquet où tu vas tirer ta pièce, tu vas tirer les loots qu'il y a dedans, tu vas tirer le mob qu'il y a dedans. Et en fait, tu as un donjon et dragon. Enfin, je veux dire, tu as déjà un donjon et dragon. Et puis, si tu as envie de simplifier les règles, tu peux simplifier assez facilement, soit avec du dé, soit avec encore une fois de la carte. Tu peux avoir ton archétype de personnage. Tu as ton jeu de cartes avec le sorcier, le mage, le guerrier, le paladin. Et puis, ça y est, hein, tu as un donjon et dragon. Tu n'as pas eu à te taper les 7 éditions et puis les 15 milliards de règles qui ont changé dans tous les sens. Et ça vous dit, on fait un donjon ce soir? Ouais, allez, c'est parti. Eh ben oui. Et j'ai entendu parler que Don't Panic Game allait sortir un jeu avec des supports de cartes. Euh, Nobi, je crois. Nobi, il devrait sortir pour décembre avec des cartes à jouer où on tire, on joue des personnages un peu style manga, j'ai l'impression, et le scénario se construit par des tirages de cartes au fur et à mesure. Pour le coup, dans le Panic Game, ils ont un pied dans les deux mondes, puisqu'ils font aussi du jeu de société, plateau et party game. Donc, c'est pas étonnant qu'à un moment donné, il y ait justement les 12 singes aussi, d'ailleurs. Les 12 singes aussi, puisque c'est les 12 singes qui ont récupéré la gamme justement pour la reine et qui s'y sont intéressés, justement. Qui se sont intéressés parce que ça correspond, je pense, aujourd'hui à ce que tout éditeur de jeux de rôle devrait commencer à réfléchir, dans le sens où il y a une ouverture vers justement le jeu de société. Et pour le coup, je pense que le jeu de société viendra peut-être plus difficilement au jeu de rôle que l'inverse. Parce que les mécaniques de jeu de société sont très vastes, mais le narratif n'en fait pas partie naturellement. C'est quelque chose qui est assez, finalement assez nouveau dans le jeu de société. Et aujourd'hui, c'est un narratif très guidé. Il y a Time Stories qui avait essayé de faire justement du jeu narratif, mais qui restait quand même une sorte de livre dont vous êtes le héros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du narratif ouvert,
vraiment, il y a de plus en plus d'éditeurs qui commencent à s'y intéresser, de créateurs aussi. Hein, donc voilà, si on est là pour en parler, c'est pas pour rien. Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc voilà, c'est peut-être le futur. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de Alice is Missing. Un petit peu dans le chat, il y avait eu cet exemple qui avait été donné. Alice in Missing, où l'histoire se construit avec des cartes. Alors, ce qui est marrant donc construction de scénario avec les cartes, mais ce qui est marrant, c'est que les cartes sont, comment je vais dire ça, ne sont pas forcément tous tirées. Il y a des étapes. Et par exemple, à l'étape finale, qui est la révélation du coupable, du grand méchant de l'histoire, il y a 3 possibilités de fin et qui vont être décidées aléatoirement avec les cartes. Et à chaque étape, il y a cette idée d'utiliser les cartes par paquet. Donc, on retrouve sur une utilisation pratique des cartes. Ça permet de déterminer une sorte d'aléatoire, de faire des tas de cartes différentes. Donc, pour la personne qui va être le facilitateur, mais les cartes sont disposées en tas et qui vont pouvoir être utilisées. Voilà, merci beaucoup. Alors là, vous m'avez partagé des liens. Donc, il y a Banane Bleue qui m'a partagé un lien que je partage. Alors, c'est quoi ce lien? C'est le lien du financement participatif, même si on a terminé, mais on est en période de Let Pledge. Voilà. Et puis c'est surtout que sur cette page, vous avez la présentation du jeu, il y a le kit de découverte, etc., qui vous permettent de découvrir l'intégralité. C'est un kit de découverte qui fait 78 pages. Le manuel devrait faire dans les 520-540 pages. On est généreux. On est généreux. Alors on est généreux, en même temps on a coupé. Hein. On a coupé plein de trucs parce que. Ouais, bah oui, mais non, mais les auteurs sont en train de s'arracher les cheveux pour que le bouquin ne fasse pas 3 à 4 000 pages. Donc, on y va cool, mais on est généreux. on aime notre jeu et on a envie. 3000 pages à imprimer, tu seras généreux avec ton imprimeur. Parce que... Ouais, c'est un peu ça. Non, mais je pense que ça peut être remboursé par la Sécu parce qu'il faut les porter, les 3000 pages, et que du coup, ça fait faire du sport à tout le monde. Et voilà, le monde holistique a besoin de faire du sport. Et une question brève, Light Pledge est pour un jeu qui devrait être livré quand? Parce que souvent, ça fait peur aux gens. Ouais, alors nous, on a décidé de faire le financement au moment où on serait prêt. On savait qu'on était dans les clous, on était à plus de 80% du travail. Ce qui fait que quand on a lancé le financement participatif, on a donné une date, ce sera le 30 avril, parce que c'est la nuit de la Valpurgis. Comment s'appelle Valpurgis édition on a choisi cette date hautement symbolique. Donc ce sera pour le 30 avril. Maximum. 2025. Ouais, maximum. Ok, très proche. Je partage le lien d'un Discord là. C'est le Discord de qui ça et pour y trouver quoi? C'est le Discord de Mysteria, car voilà, nous on est encore. On n'est pas aussi structuré que peut l'être Valpurgis. On n'a pas encore notre site et tout le reste. Mais en tout cas, on a un Discord qui est actif, auprès duquel on réunit donc la communauté des gens qui s'intéressent à Mysteria, qui ont envie aussi de tester le jeu à travers les moments où on est présent dans les conventions ou même en ligne, puisqu'on joue tous les mercredis soirs, tout simplement. Et donc, ça permet de l'essayer. Comme je l'ai dit, c'est une expérience un peu dégradée, je pense, par rapport à ce que serait une partie en physique, car c'est vrai que c'est un petit peu la contrepartie des cartes. Elles permettent plein de choses, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même plus sympa quand on les a en main et qu'on les a sous les yeux. Et donc, voilà, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, de venir nous voir sur les conventions, de venir tester notre jeu. Donc, rendez-vous mercredi soir, alors, si on veut jouer. Mercredi soir, on y est. Ça marche. Et je vais partager le lien d'Androbat. Vous pouvez aller voir, il y a une jolie grenouille. Alors, c'est quoi d'Androbat et pourquoi cette grenouille? Parce que j'aime les grenouilles. C'est juste un lien vers mon site web si jamais ce que j'écris vous intéresse. Si vous êtes curieux, concernant Telulis, il est disponible en boutique depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit dans vos boutiques locales ou via Philibert ou d'autres magasins en ligne. Ça vaut 9,90 €, ça fait 54 pages au format A5
et vous avez de quoi jouer avec pendant des décennies, étant donné qu'il y a 52 puissance 51 possibilités de plateau de jeu. Vous n'aurez jamais deux fois la même partie. Et alors, dans le jeu que tu vends là pour même pas 10 €, au niveau des cartes, elles sont fournies avec le jeu? On utilise un jeu de cartes qu'on a déjà chez soi? Non, le but c'est d'utiliser un jeu de cartes que tout le monde a chez soi, et puis des dés de jeu de rôle ou une application si vous n'avez pas de dés en physique. Ce qui est vendu, c'est juste le petit livret de règles avec le setting en fait qui va vous permettre de vivre une aventure maritime. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Et on vous rappelle tous qu'il y a un magnifique t-shirt invisible. Franchement, La pour un cape t-shirt- d'invisibilité. pour un t-shirt, pour un t-shirt magique, Bah, c'est bon. c'est pas cher. Faut Euh, qu'on voit ta on tête, voit en fait. peut-être Ah oui, c'est la tête qui va dedans. Et qui est partiellement magique, invisible. Et donc, une voûte céleste, une voûte étoilée, une création originale. Et donc, c'est pas nos étoiles. Hein. Et au final, ça correspond bien donc au sujet du Roll Event. C'est bien une carte du ciel qui sert à se guider dans les mondes imaginaires. Donc, allez-y, il sera exclusif au Roll Event, en vente peut-être pendant encore quelques jours, et livraison après par des petites mains qui vous l'apporteront chez vous, et les bénéfices de ce t-shirt reversés intégralement aux associations. Voilà, on va rendre l'antenne, et on vous dit à bientôt. Alors attention, il faut que vous restiez sur Twitch. Alors là, c'est vraiment très important. Je vois que les gens sur Twitch, il y a combien de personnes sur Twitch en direct? Il y a 17 personnes. Parce qu'à 20h pile, il va y avoir une partie sans limite de joueurs qui va commencer. C'est-à-dire tous les gens qui sont actuellement en ligne vont pouvoir participer à la partie. S'il y a d'autres gens qui peuvent arriver, n'hésitez pas. On peut être 30, 40, 50. Tout le monde va être là dans la partie grâce à un système de jeu, enfin, une application en ligne qui s'appelle Minotaur, ultra simple. Le maître de jeu va vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre. La partie va commencer à 20h pile et dure jusqu'à 22h. Faut vraiment qu'on soit le plus possible pour qu'on fasse péter le nombre de joueurs possible à une partie. Donc, allez-y, venez tous. Il y aura peut-être une petite pause entre les deux de quelques minutes, et l'antenne va être reprise sûrement à 20h-10 pour des explications du système technique et explications de la partie du enjeu à 20h, et début très rapide après, parce que c'est très simple. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Soirée, merci.